partie de la présentation. On a vraiment l'honneur et le plaisir, un grand plaisir de recevoir une de nos éminences grises dans la communauté. Mais pour moi, c'est un sentiment assez particulier parce que c'est carrément un ami et un frère que nous allons recevoir sur la plateforme, et aussi un collaborateur parce que nous avons eu à mener un certain nombre d'activités scientifiques dans le cadre de la Société africaine de management. Nous avons créé des plateformes communes dans le cadre de Atlas AFNI, par exemple. Donc, professeur Sané est agrégé en sciences de gestion et il est professeur titulaire en management de projet à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Quand on dit le nom comme ça sonne pas très sénégalais, mais en fait, c'est une université qui se trouve au Sénégal, Gaston Berger. Alors, là où c'est vraiment important pour nous, il n'est pas uniquement professeur, il a été aussi doyen de l'UFR des sciences économiques et de gestion. Et actuellement, il est responsable de la formation doctorale en sciences de gestion et directeur du laboratoire Saint-Louis études et recherches en gestion, Serge. Et pour ceux qui se préoccupent un peu de la recherche en gestion en Afrique, je pense que vous connaissez éventuellement les journées Serge Days. Voilà, c'est vraiment cette université-là et c'est leur équipe qui organise ça. Il est aussi membre du conseil d'administration de l'université de Gaston Berger. Donc vraiment, on a quelqu'un qui a vraiment ce qu'il nous faut pour nous éclairer sur la thématique d'aujourd'hui. Il a obtenu son doctorat en sciences de gestion à l'université de Reims, Champagne-Ardenne en France en 2009. Donc, ces travaux portent essentiellement sur des questions de management en général, pas spécifiquement comptable. Donc, l'apprentissage organisationnel en contexte de gestion de projet international. Et il a aussi des publications dans des revues prestigieuses les unes comme les autres. Leadership and Organization Development, Journal of International Management and Project, Canadian Journal of Administrative Sciences. La liste est longue, hein, mais bon, je vais essayer d'arrêter très tôt. Mais, alors, International Journal of Cross-Cultural Management. Il est aussi guest éditeur, donc éditeur associé pour certains projets. Notamment, ils ont co-dirigé un projet sur Managing and Leading Project in Africa. Donc, professeur, désolé d'avoir été un peu long, mais le plaisir est vraiment grand pour moi de vous recevoir sur la plateforme. Bienvenue pour ce 7e atelier et merci d'honorer cette plateforme de votre présence. La parole est à vous. Merci, cher Conan. Merci à Serge. Merci à ma collègue professeur Salman. Merci à tous les participants parce que je pense que c'est moi qui suis plus honoré parce que c'est la première fois que je participe à un atelier de l'AFA, cette version francophone. Et je tiens à remercier spécialement Conan pour avoir pensé à moi, pour revenir en tout cas échanger avec la communauté scientifique dans laquelle nous tous, nous évoluons. Nous tous, nous essayons de co-construire quelque chose qui puisse être utile à nos pays et à nos carrières, mais également aussi au développement de nos sociétés. Et ça, c'est important. Je pense que tout à l'heure, en introduction, lorsque Serge revisitait un peu les activités de l'AFA, on a pu percevoir, autrement dit, l'importance et l'utilité de ce que ces ateliers-là ont. Évidemment, le sujet cette réflexion autour de la carrière des enseignants-chercheurs en Afrique et de manière spécifique en ce qui me concerne en Afrique francophone, surtout l'Afrique de l'Ouest, il faut dire qu'à l'opposé, autrement dit, mais c'est dans la continuité de ce qu'a présenté Madame Salman, professeur Salman,
en disant que, en fait, pour comprendre, je vais revenir sur un certain nombre de choses avant de partager l'écran. Il faut rappeler que pour comprendre la carrière des enseignants-chercheurs dans notre contexte, il faudra comprendre le cadre dans lequel nous évoluons. Parce que quand vous regardez ce que Madame professeur Salma a présenté, c'est beaucoup plus lié à des pays qui sont respectifs et qui sont au nord de l'Afrique. Alors que dans notre contexte, nous avons un cadre sous-régional qui regroupe un certain nombre de pays et qui joue un rôle important dans la carrière, dans l'évaluation et la promotion des enseignants. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément qu'il faudra retenir, nous sommes dans un contexte où il y a un engouement des jeunes vers la recherche. Il y a un nombre important de demandes qui arrivent de la part des jeunes qui veulent faire des thèses. La raison, j'en sais pas. Mais peut-être ils sont attirés par cette carrière d'enseignant-chercheur. Ça, c'est important. Mais à l'opposé, on se retrouve avec un nombre d'enseignants, surtout dans le domaine des sciences de gestion, qui est relativement faible. À titre d'illustration, quand vous prenez un pays comme le Sénégal, vous allez vous retrouver avec vous allez vous retrouver avec pas plus de 20 enseignants dans le domaine des sciences de gestion qui sont habilités à diriger des recherches. Mais dans ces 20-là, je prends un cas particulier. Quand vous prenez les sciences comptables, vous avez un seul qui est habilité à diriger des recherches en comptabilité. Donc, quand vous prenez l'ensemble des pays, vous prenez, autrement dit, vous allez à la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous n'avez pas plus de 6 enseignants habilités dans le domaine des sciences de gestion. Quand vous allez au Mali, vous en avez 2. Quand vous allez peut-être au Burkina, vous n'avez pas plus de 5. Donc, vous vous retrouvez avec un nombre aussi petit d'enseignants habilités à diriger des recherches pour prendre en charge une demande croissante d'étudiants qui veulent faire des thèses et peut-être embrasser une carrière d'enseignant-chercheur. Donc, vous voyez, autrement dit, ce paradoxe-là. Mais également, à côté, on se retrouve dans les pays respectifs avec des gouvernements qui s'engagent à créer et à ouvrir de nouvelles universités pour prendre en charge ce flux d'étudiants bacheliers qui arrivent. Donc, il y a un défi important quant à la formation à la recherche pour renforcer les équipes, les équipes de formation, mais aussi renforcer les équipes de chercheurs en charge de former ces étudiants-là. Donc, ce que vous voyez que il y a un... Mais également aussi l'autre élément qu'il ne faut pas perdre de vue, nous sommes dans un contexte où la formation dans le domaine des sciences de gestion et de manière spécifique dans les sciences comptables, elle ne date pas de longtemps. Quand je prends le cas spécifique du Sénégal, donc vous prenez le cas du Sénégal, les sciences de gestion, on les a démarré à enseigner dans ce pays-là de façon formelle et même timide à partir des années 1973 à l'école polytechnique de Dakar. Il y avait un département qu'on appelait département tertiaire. Donc, ce qui fait que ce n'était pas totalement formalisé. Il y avait des bribes d'enseignement qui relevaient, autrement dit, du domaine des sciences de gestion, mais il n'y avait pas un département sciences de gestion, il n'y avait pas des business schools. Et ça, c'est important. Donc, l'autre élément, c'est que cette jeunesse-là,
a fait que peut-être on n'a pas été, il fallait dans un premier temps prendre en charge la formation, c'est-à-dire l'enseignement, quand les choses ont commencé à se structurer, et la recherche, la réflexion de comment on doit organiser la recherche est venue plus tard et tardivement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos universités, quand vous prenez même les budgets, quand vous prenez même les politiques, les gens mettent l'accent sur les activités pédagogiques au détriment du développement de la recherche. Et le débat en cours aujourd'hui consiste à comment financer la recherche et également comment développer la recherche. Et ça, ce sont des débats actuels aujourd'hui dans nos différentes universités, dans notre contexte. Et ça, c'est important. C'est ce cadre-là que je voudrais peut-être présenter avant de commencer ma communication. Il faut dire que aussi, j'ai dit tantôt qu'en fait, nous sommes dans un cadre sous-régional, donc où on a 16 pays au minimum qui ont choisi de fédérer leurs efforts et de créer un cadre qui doit prendre en charge l'évaluation et la promotion des enseignants-chercheurs. Ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle le CAMES. Le CAMES découle d'une réflexion des différents États qui venaient de prendre leurs indépendances, qui venaient de sortir, autrement dit, de la colonisation. Donc, c'est pour cela que cette réflexion-là a été menée au début des indépendances dans la première décennie. Cette première décennie-là, les gens ont voulu réfléchir en disant que voilà, la colonisation, nous sortons de la colonisation, nous sortons de la colonisation et peut-être par moment, dans certains pays, les gens ont laissé des structures d'enseignement supérieur sur place. Comment faire? Comment faire? Et quel serait le rôle de ces structures d'enseignement supérieur-là en Afrique? Quel rôle on va leur attribuer? Et ça, c'est fondamental. C'est ce qui fait que les gens très tôt ont réfléchi et ont jugé nécessaire de mettre sur place ce CAMES-là en janvier 1978, ce qui est 68 à Lomé, autrement dit à Niamey. Donc, quand vous voyez ça, vous allez voir qu'en fait, très tôt, les gens ont essayé de réfléchir pour voir comment avoir un cadre harmonisé et un cadre sous-régional et intégré pour prendre en charge la promotion des enseignants-chercheurs et leur évaluation. Et aujourd'hui, le CAMES est devenu un instrument important de définition de la politique dans l'enseignement supérieur, mais également sur bien des aspects, le CAMES impacte autrement dit ce qui se passe dans les différentes universités. Donc, il faut dire que, je vais partager, j'espère que tout le monde voit. Oui, on voit. Oui, c'est Mais parfait. il faudra être en plein écran, mais sinon on voit. C'est bon, on voit. Donc, pour vous dire qu'il y a un élément important, c'est-à-dire ce CAMES-là, nous ne pouvons pas parler de la promotion des enseignants-chercheurs sans pour autant rappeler cet état de fait-là. Et ce CAMES-là, aujourd'hui, c'est une structure qui s'occupe beaucoup plus de l'évaluation et de la promotion des enseignants. Donc, cela rappelé, cela m'amène à dire que quand vous prenez les universités comme les nôtres, pour être enseignant-chercheur, il faut avoir au moins un master, je reviendrai là-dessus, mais également, et ça c'est la chose la plus générale et la chose la plus générique, avoir un doctorat unique au PhD en règle générale, et non un DBA. Et je pense qu'aujourd'hui, et ça également, il faudra le rappeler, le CAMES aujourd'hui ne permet pas à ceux qui ont le DBA à intégrer, autrement dit, les universités publiques.
Pourquoi? Parce que le CAMES ne reconnaît pas ce diplôme-là. Et ce qui fait que, par moment, il y a des initiatives qui ont été prises pour développer des formations de DBA, mais tout de suite, le CAMES a réagi. Et ce qui fait que ces gens-là qui obtiennent le DBA ne peuvent pas être recrutés dans les universités au même titre que les autres qui ont le doctorat unique ou le PhD. Et le corps professoral qui existe aujourd'hui dans nos universités est constitué pour la plupart, d'une part, par des enseignants, autrement dit des gens qui ont été formés sur place. Mais la majorité souvent a été formée dans les universités occidentales ou a été formée dans un cadre collaboratif avec les universités occidentales. Donc, les gens qui ont été formés exclusivement dans les universités africaines, on peut les compter du bout des doigts. Même si aujourd'hui, il y a des efforts qui sont en train d'être faits avec cette dernière décennie-là, mais il faudra se rendre compte et peut-être constater que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en activité dans les universités ont été pour la plupart été formés dans les universités occidentales, mais ou bien ont été formés dans un cadre collaboratif avec les universités occidentales. Donc, cet élément-là, comment, euh, comment on les recrute? Comment on les recrute? Surtout, comment on va les former? Parce que pour recruter, surtout ceux qui sont formés localement ici, il faut les former. Et comment les former? Évidemment, il faudra se constater que dans nos universités, euh, les processus de recrutement des doctorants ne sont pas des processus harmonisés d'une université à une autre, d'une école doctorale à une autre. Évidemment, on peut se retrouver avec des processus de recrutement qui sont différents. Quand vous prenez l'université Gaston Berger, ce sont les formations doctorales de manière exclusive en rapport avec l'école doctorale qui recrute. Mais c'est l'école doctorale qui lance l'appel à candidature et qui reçoit les dossiers et qui les affecte aux différentes formations doctorales spécialisées à charge de mettre en place un comité de recrutement qui va écouter les doctorants et évaluer leur projet de thèse. Et une fois cela acquis, mais bien là, bien avant, il faut que le doctorant puisse avoir un engagement ferme de la part d'un enseignant habilité à diriger de la recherche, à prendre, autrement dit, à prendre la direction de sa thèse. Et évidemment, une fois cela fait, le comité de thèse se réunit et évalue la candidature de l'étudiant, mais également l'écoute sur son projet de thèse et tire une conclusion. Soit c'est on retient le projet pour son potentiel et auquel cas l'étudiant poursuit le processus, sinon le processus s'arrête là. Donc, et ça, c'est important. Et encore qu'il faudra rappeler que l'émergence et la structuration des écoles doctorales, elle est récente, surtout dans notre contexte. Donc, quand vous prenez notre cas à l'Université Gaston Berger, ça ne date pas de plus de 10 ans. Ça ne date pas, c'est moins de 10 ans. Donc, encore qu'il y a énormément de choses à faire pour parachever la structuration de ces écoles doctorales-là et de ces formations doctorales-là. Donc, et je pense qu'ailleurs aussi c'est pareil. Quand vous prenez d'autres pays, il y a des pays où il n'y a même pas de formation doctorale. Il y a des pays où les formations doctorales ne sont pas structurées. Dans les pays où vraiment il y a énormément de choses à faire. L'autre élément fondamental, parce qu'on doit former ces étudiants-là, ils doivent être formés dans des laboratoires, dans les laboratoires structurés. Mais pas de manière générale, c'est que les laboratoires sont souvent très peu structurés et ont caractère informel. Quand je dis caractère informel, cela veut dire que ces structures-là n'ont pas reçu une accréditation institutionnelle. Cela veut dire qu'à la fois en interne, il n'y a pas une décision qui a été prise au niveau le plus élevé pour
acter la création de ce laboratoire-là et acter sa composition. Mais également aussi, c'est pas structuré parce que tout simplement, on ne perçoit pas, autrement dit, l'organigramme de ces structures-là. Ce qui fait que pendant longtemps, un travail a été fait et nous, ici à Saint-Louis, c'est récemment que les autorités rectorales ont pu faire ce travail-là et acter la création et la reconnaissance d'un certain nombre de laboratoires. Donc, vous voyez que la dynamique est en cours, il y a un travail en cours pour mieux structurer la formation des enseignants-chercheurs. Donc, l'autre aspect important, c'est que on se retrouve dans, ce, dans ces laboratoires avec aucun financement exclusif provenant de la part de l'État. Ce qui fait que la subvention qui nous arrive, c'est une subvention autrement qui est octroyée à l'université pour son fonctionnement. Et c'est pour cela que dans les débats budgétaires, dans les débats d'orientation budgétaire, les gens se tapent dessus pour voir dans quelle mesure, autrement dit, avoir des miettes par-ci, par-là pour financer les activités de recherche au niveau des laboratoires. Mais également aussi, il y a certaines facultés qui ont fait des efforts pour dédier des lignes, affecter des lignes de crédit aux laboratoires qui sont en leur sein. C'est ce que nous avions fait dans notre faculté C'est pour cela que nous avons très tôt compris qu'il faudra peut-être faire des efforts et rester, autrement dire, aller avec les moyens du bord. Et nous avons affecté des lignes de crédit aux différents laboratoires. Et ces lignes de crédit, ce n'est pas nombreux, ce n'est pas consistant, mais au moins ça a permis aux différents laboratoires de mener un certain nombre d'activités. Et nous avons choisi de privilégier, autrement dit, le financement des doctorants. Et très tôt, nous avons compris que nos doctorants, ils doivent se mouvoir, ils doivent bouger, et nous avons essayé de les aider à aller à la rencontre d'autres acteurs au niveau international. Et on a financé autant que faire se peut la mobilité de ces doctorants-là en leur achetant par-ci par un billet, en leur octroyant des subventions pour les inscriptions comment dirais-je, pour aller assister aux colloques scientifiques, que ce soit au niveau national, au niveau sous-régional ou au niveau international. Donc, et ça, c'est quelque chose à comprendre. Donc, mais les recherches doctorales aujourd'hui, dans nos contextes, ne sont pas suffisamment financées. Ne sont pas suffisamment financées parce qu'au-delà des bourses que les étudiants peuvent avoir, mais les bourses, c'est relativement faible. Donc, du coup, ça ne permet pas à l'étudiant de prendre en charge tout un ensemble d'activités liées à sa recherche. Donc, du coup, également aussi, l'autre aspect important, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants qui sont habilités à diriger les recherches ils courent devant la forte demande qui leur arrive d'inscription en thèse. Donc, ce qui fait que moi, j'ai été surpris de constater comment, euh, euh, dans la présentation de Salma, qu'il y a un taux d'encadrement qui est quand même relativement raisonnable. C'est ce que nous n'avons pas ici. C'est ce que nous n'avons pas ici. Mais ce qui fait que quand le taux d'encadrement est très faible, parce qu'à côté, les gens habilités à faire à diriger sa recherche-là, la recherche, ils sont peu nombreux. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que les doctorants sont souvent laissés à eux-mêmes. Okay? Parce que dans les laboratoires où ils doivent se retrouver pour échanger, pour être encadrés et être aidés à réaliser leur thèse, ce sont des laboratoires qui ne fonctionnent pas normalement, même si les efforts sont faits. Donc, du coup, ce qui fait que avec ce déficit d'encadrement-là,
on arrive à avoir des gens qui vont rester plus de 5 ans et même qui avoisinent la dizaine d'années sans pour autant soutenir une thèse. Mais on comprend, c'est le contexte. On comprend, c'est le contexte. Les gens essaient de jouer avec tout cela. Mais en plus de cela, c'est que il y a le contexte social sur lequel je reviendrai. Je pense qu'il y a un collègue qui a posé cette question-là. Donc, et là, on se retrouve aussi dans cet univers-là où il y a une représentativité du genre qui est très faible. Donc, je donne un exemple très simple. Vous prenez, autrement dit, le Sénégal. Le Sénégal, il n'y a que 2 dames qui sont habilitées à diriger la recherche en sciences des gestion, alors qu'elles ne sont pas même dans les sciences comptables, pour vous, autrement dit, pour illustrer. Mais également, on a eu les premières, autrement dit, full professeurs femmes à partir de 2020. Dans l'espace CAMES, on a eu les full professeurs femmes à partir de 2020. Et donc, la première, c'est en 2020. Il y a eu en 2021 une autre. Donc, je pense que l'année dernière, en 2023 aussi, il y a d'autres. Donc, ce qui fait que vous voyez que c'est récent. Mais quand on regarde la tendance, on sent qu'il y a une évolution. Il y a une évolution de cette représentativité-là, mais on ne peut pas comparer cette évolution-là par rapport à ce que l'on peut voir au niveau, au niveau du Maghreb en termes de représentativité du genre. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra remarquer. L'autre élément important, toujours je continue dans cette formation-là des aides, c'est que on se retrouve à constater que dans notre univers, on a du mal à être régulier dans dans la tenue et l'apparition, autrement dit, la publication des revues. Ce qui fait que les gens, ils peuvent créer des revues, mais leur apparition est tellement sporadique au point que les acteurs locaux ne peuvent pas s'attendre à voir leur document être publié ou évalué et revué dans ces dates. Parce que le feedback, avant que cela revienne, mais leur apparition pose problème. Mais également, l'autre aspect, pendant longtemps, il y a eu une absence totale de cadre de communication scientifique au niveau local. C'est la raison pour laquelle, et qu'on en parlait tout à l'heure de Serge Dey, et nous, pendant très tôt, nous avons compris qu'en fait, il fallait développer ce cadre-là. Et dès lors qu'on a mis en place notre formation doctorale et notre laboratoire avec mon collègue, le professeur Birahim Gueye, nous avons tout de suite compris qu'il fallait faire de l'animation scientifique, aider à renforcer les capacités des chercheurs à travers plusieurs activités que nous organisons à l'époque. Et ainsi, nous avons lancé, autrement dit, ce colloque international-là qui est le Serge Dey, et qui très vite a pris, autrement dit, de l'importance et de l'envergure. Et en termes de régularité, c'est un colloque qui continue à se tenir. Donc l'année prochaine, c'est une annonce. L'année prochaine, c'est à Saint-Louis qu'on va l'accueillir au mois de décembre. Donc nous reviendrons sur des éléments. Nous vous communiquerons certainement les éléments relatifs à ce colloque-là. Et c'est ce cadre-là qui a permis très vite aux uns et aux autres de se retrouver au niveau ouest africain, au niveau autrement dit international. Les uns et les autres ont commencé à échanger et à venir en Afrique, surtout ici chez nous, mais également la coopération sud-sud a démarré. En tout cas, les gens ont commencé à se retrouver et à avoir des projets communs par-ci, par-là. Et ça, c'est important. Donc, et ça a toujours manqué. Et les gens qui venaient nous disaient que, évidemment, c'est ça qui nous manquait cruellement. On n'a pas eu la possibilité pendant longtemps de pouvoir avoir ces cadres-là. L'autre aspect important aussi, c'est l'absence de mobilité des doctorants. L'absence de mobilité des doctorants est due au fait qu'il n'y a pas de financement en amont qui leur est dédié. Donc, leur bourse octroyée par l'État, au même titre que les étudiants qui sont à des niveaux inférieurs, ne leur permet pas de pouvoir bouger.
quiconque qui bougeait était obligé d'aller trouver d'autres sources. Peut-être c'est la famille, peut-être c'est des amis, peut-être c'est un prêt, mais l'institution n'arrivait pas à accompagner les doctorants à faire leurs recherches, à se mouvoir ou aller ailleurs. Et encore que je reviendrai là-dessus, les institutions ont même du mal à financer les co-tutelles. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans les co-tutelles, vous arrivez à avoir, autrement dit, il y a des responsabilités de part et d'autre. Mais souvent, dans nos universités, nos institutions ont du mal à, autrement dit, à assumer les co-tutelles. Et c'est pour cela que c'est souvent, c'est difficile. L'autre aspect important aussi, c'est que concernant la mobilité des doctorants, c'est que nous sommes dans un contexte où l'aspect social a un impact important sur le processus de réalisation du doctorat. Je vais vous dire je vais vous raconter une chose. En fait, moi, quand j'ai été habilité à diriger la recherche, j'ai recruté une cohorte de trois doctorants, mes premiers doctorants. Mais tous ont abandonné parce que à un moment donné, ils étaient 1 an, 2 ans, et après, ils étaient sur la bonne voie. Mais vous savez ce que c'est? Ils ont dit qu'ils étaient obligés de prendre femmes par-ci, par-là. Quand ils sont venus m'informer, je leur ai dit, mais qui suis-je pour vous dire de ne pas de ne pas prendre femme ou de ne pas vous marier? Mais comme vous m'avez apporté une information, je prends note. Mais si vous voulez mon avis aussi, je peux vous le donner. Je vous dis que, écoutez, il faudra faire très attention parce que nous sommes dans un contexte qui est extrêmement difficile. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, nous avons beaucoup d'interactions, mais si vous voulez ajouter à cela une épouse à côté, avec ce que cela euh, euh, renferme comme obligation, parce que le mariage en Afrique n'est pas le mariage entre deux personnes. Donc, c'est un mariage d'abord entre deux personnes, mais également entre deux familles, entre deux communautés. Et avec tout ce que cela comporte comme ramification, ça peut être difficile pour vous de pouvoir avoir la sérénité et la concentration nécessaires pour faire une thèse. Mais ils m'ont assuré, ils ont juré qu'ils allaient tenir la route. Mais l'histoire m'a donné raison. Tous ont fini par abandonner alors que c'était des doctorants qui avaient un potentiel important. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte dans la formation des chercheurs, des futurs chercheurs en Afrique. Toujours, maintenant, si on aborde les conditions de recrutement et de promotion des enseignants-chercheurs, une fois on a abordé la question de la formation, et comment on les recrute? Bon, il faut noter qu'en fait, il n'y a pas de discrimination par rapport à la nationalité, par rapport au lieu d'obtention du doctorat. Donc, en tout cas, dans le contexte sénégalais, nous, très tôt, au Sénégal, les gens ont déclaré qu'en fait, l'université sénégalaise est une université africaine. Et ça, c'est fondamental. C'est pour cela que vous allez retrouver dans nos universités, surtout les universités sénégalaises, toutes sortes de nationalités. Toutes sortes de nationalités européennes, vous avez des nationalités africaines. Donc, c'est comme ça, que ce soit ici à Saint-Louis, que ce soit à Dakar, que ce soit ailleurs, à l'université chez Hamidou Kane, à Ziguinchor, et ainsi de suite, vous avez ces nationalités-là. Et ça, très tôt, par cet esprit panafricain qu'avaient les premiers chefs d'État sénégalais, le problème est résolu surtout chez nous. On ne fait pas de différence. Nous, on a des Camerounais dans le corps professoral de notre département, on a des Congolais, on a d'autres aspects. Donc, ce n'est pas un problème chez nous. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de discrimination par rapport à la nationalité, par rapport au lieu d'obtention du doctorat. L'autre aspect, c'est que le processus de recrutement passe par les départements. Une fois que la disponibilité du poste lui a été notifiée, donc par le rectorat, parce que l'État a ouvert un certain nombre de postes, mais bon, on passe par le département qui lance un appel à candidature à travers
la candidature internationale. Il y a tout un processus. Le département, après, met en place un comité de recrutement qui va évaluer et classer et proposer au conseil de département, voilà le classement. Le classement. Donc, il y a l'évaluation du dossier, mais également l'entretien qui est mené par le jury qui a été constitué à cet effet. Donc, du coup, on se retrouve, après le département, il y a le conseil de faculté qui siège pour voir, en fait, s'il n'y a pas de vice de forme, est-ce que tous les critères qui ont été est-ce que ce qui a été fait n'est pas en inadéquation, avec comment ça s'appelle, avec l'appel à candidature qui a lancé. Et après, c'est au niveau supérieur, au niveau du rectorat, avec les instances de délibération qui décident. Donc, nous avons autrement dit, un peu les mêmes grades que Salma, professeur Salma avait présenté tout à l'heure. Nous avons, en tout cas, ces grades-là ont été consignés par le CAMES. Donc, ce qui veut dire que vous avez le grade de maître assistant. Bon, l'assistant, c'est au niveau local, hein, bon, même si c'est important parce que le CAMES commence à reconnaître l'enseignant-chercheur à partir du doctorat. Donc, et vous avez les maîtres de conférence, mais vous avez également le grade de professeur titulaire. Mais ce qu'il faudra comprendre par là, il y a des systèmes nationaux. C'est-à-dire, quand vous prenez un pays comme le Mali, il a un système national qui permet aux gens de pouvoir gravir des échelons jusqu'à arriver au stade de full professeur. Mais cela, au niveau régional, c'est-à-dire au niveau dans l'espace CAMES, quand vous allez vous mouvoir, les gens ne vont pas vous reconnaître ce grade-là. Ne vont pas vous reconnaître ce grade-là. Et également aussi, vous avez un pays comme le Sénégal, et récemment, je pense qu'il y a de cela 4 ans ou 5 ans, les gens ont aussi mis en place un système. Mais c'est que le système sénégalais, vous ne pouvez pas devenir full professeur si vous n'êtes pas full professeur d'abord. Vous n'êtes pas, autrement dit, désigné full professeur nommé full professeur par le CAMES. Donc, vous ne pouvez pas avoir ce grade-là au Sénégal sans pour autant l'avoir au CAMES. Donc, c'est des choses. Donc, la nomination dans un grade au Sénégal reste tributaire à la qualification, à votre qualification au niveau du CAMES. Et ça, c'est important. C'est pour cela que la promotion des enseignants, chercheurs est gérée exclusivement par le CAMES. Donc, c'est le CAMES qui vous qualifie dans un grade, qui vous nomme dans un grade. Et après, quand vous allez revenir dans votre université, et il y a tout un processus de proposition qui part du département en passant par le conseil de faculté et qui va aller jusqu'au rectorat. Ce qui fait que quand vous êtes maître assistant, c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui prend un arrêté pour vous nommer. Quand vous êtes autrement dit maître de conf ou professeur titulaire, c'est le président de la République qui vous nomme dans votre fonction de professeur titulaire ou de maître de conférence par un décret présidentiel. Et au niveau du Sénégal, c'est que ce décret-là, on vous proclame, autrement dit, en conseil de ministres. Bon, ça a créé un peu de problème quand un gouvernement se réunit. Et dans la communication du conseil des ministres, on dit que M. X est nommé professeur titulaire des trucs à l'université de Saint-Louis ou des trucs. Mais quand vous savez qu'en Afrique, les nominations au niveau du conseil sont très suivies, et quand vous êtes nommé comme ça, vous subissez de la pression, vous recevez autrement dit, des appels de partout. Les gens vont penser que vous avez été nommé à une fonction ministérielle ou à une fonction juteuse, où les gens vont commencer, les parents et d'autres vont se dire que, mais écoutez, le bonhomme, il va avoir maintenant beaucoup d'argent pour peut-être nous aider. Or, fondamentalement, ce n'est pas ça. Mais c'est une manière aussi d'honorer les gens. Bon, je vais aller très rapidement. Il existe deux voies pour la promotion des enseignants-chercheurs. Donc,
Il y a ce qu'on appelle une voie courte, c'est le concours d'agrégation. Il y a ce qu'on appelle une voie longue qui est gérée par les communautés techniques spécialisées. Donc, pour les comités techniques spécialisés, vous allez déposer un dossier qui sera étudié par des représentants désignés par les différents pays membres du CAMES, qui vont étudier et qui et ces comités-là se tiennent chaque année au mois de juillet, chaque année. Donc, cette année, moi-même qui vous parle, je suis dans un comité institutionnel au niveau local pour l'évaluation des dossiers des enseignants qui doivent aller au CAMES. Donc, c'est important. C'est une manière d'accompagner les enseignants à mieux constituer leur dossier, à mieux se donner des chances de réussite au niveau des comités techniques spécialisés. Maintenant, le concours d'agrégation permet d'accéder au grade de maître de conférence agrégé. Maître de conférence agrégé ne permet pas d'avoir le titre de professeur titulaire. Non, c'est le grade de maître de conférence. Donc, les conditions d'accès au concours, rapidement. Bon, pendant longtemps, vous pouvez même soutenir. Pendant longtemps, il était question même, vous pouvez soutenir tout de suite votre thèse de l'année N et même vous présenter au concours d'agrégation à la même année. Mais il y a eu une réforme qui avait été faite il y a de cela quelques années. On a demandé à dire que maintenant, vous ne pouvez pas systématiquement aller au concours d'agrégation. Il faut respecter un certain nombre de conditions. Les conditions, c'est quoi? C'est il faut être d'abord un maître assistant du CAMES. Donc, avec les publications, avec un certain nombre de critères qui s'en suivent. Mais pour être assistant, il y a d'abord une ancienneté qu'il faut respecter. Il faut au moins 2 ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur. Donc, dans l'enseignement supérieur, avant le 15 février de l'année où vous voulez vous présenter au CAMES. Donc, il y a l'autre aspect important, c'est que quand vous prenez le grade de maître de conférence, si vous vous inscrivez dans la voie de DCTS, c'est-à-dire cette voie longue-là, vous avez besoin d'avoir une ancienneté de 3 ans, autrement dit, de 36 mois après votre inscription dans la fonction, autrement dit, de maître assistant. Mais l'exception est faite aux sciences de gestion, autrement dit, aux médecines, à la médecine, aux sciences juridiques, politiques et économiques, parce que ces spécialités-là ont une autre voie qu'on qualifie de courte, parce que c'est une voie qui permet d'accéder rapidement au grade de maître de conf agrégé à travers un concours qui se déroule pour les médecins. C'est en année paire. Donc, en 2024, ce sont les médecins et les disciplines affiliées qui doivent organiser le concours. Mais les années impaires sont consacrées au concours des gens qui sont dans les domaines d'économie, gestion, de sciences politiques, juridiques et qui. Donc, ça, c'est quelque chose. L'autre aspect important, c'est que, évidemment, quand vous êtes maître de conf, vous devez non seulement encadrer des thèses, vous devez impulser la recherche, vous devez, autrement dit, avoir un impact dans votre institution, vous devez contribuer à servir la communauté. Il y a énormément d'éléments qui rentrent dans l'évaluation. Dans l'évaluation, au-delà de l'ancienneté, qui est de 3 ans révolus, au moins dans les fonctions de maître de conférence. Et ce qui fait que, évidemment, toutes ces activités pédagogiques, toute ton influence et ton impact dans la communauté, toutes les activités que vous avez menées pour impulser la recherche, pour encadrer, pour, autrement dit, apporter à votre institution soit des financements, soit tout cela rentre dans les critères d'évaluation pour que vous puissiez peut-être accéder au grade de professeur titulaire. Je ne vais pas revenir parce que ces éléments-là, on peut les retrouver dans les guides d'évaluation du CAMES qui est sur leur site. Donc, l'autre aspect, très rapidement, c'est le soutien. Quelle est la contribution ou l'accompagnement que nos institutions mènent, autrement dit, pour
pour soutenir le métier d'enseignant ou bien pour soutenir le métier d'enseignant-chercheur et également la mobilité. Donc, dans nos pays, souvent de manière spécifique ici, il y a ce qu'on appelle autrement dit les voyages d'études. C'est tous les 2 ans. L'enseignant peut bénéficier, quand il dépose un dossier, d'un financement constitué d'un billet d'avion et d'une indemnité, surtout au Sénégal, de manière spécifique, d'1 million de francs CFA. Donc, ce qui fait que l'individu ici au Sénégal a le choix de choisir la destination qu'il veut. S'il peut rester dans un pays africain, il n'y a pas de souci. S'il veut aller en France ou ailleurs, aux États-Unis, en Amérique ou en Australie, il n'y a pas de souci. Mais cette mobilité-là, vous avez droit tous les 2 ans. Il y a également de manière spécifique ce qu'on appelle un billet de département. Le billet de département, c'est un seul billet qui est octroyé par la faculté, qui affecte un montant, une ligne de crédit à un département en lui demandant peut-être de choisir par des critères bien déterminés, par des procédures bien déterminées, qui il faut donner à ce billet-là pour qu'il puisse aller faire ses séjours de recherche. Mais également aussi au niveau des laboratoires, avec des maigres moyens que nous avons, des efforts sont souvent faits pour aider les gens à bouger. L'autre aspect, c'est la subvention. Il y a énormément d'efforts qui sont faits ces 5 dernières années, même cette décennie-là. Des efforts ont été faits par les institutions pour rendre institutionnel ou institutionnaliser la préparation au concours d'agrégation, mais également accompagner les uns et les autres à se préparer à aller au concours d'agrégation. C'est pour cela que les institutions organisent des sessions de préparation qu'elles financent ou qu'elles contribuent à financer, et ça, c'est important. Donc, du coup, c'est pour cela que ces dernières années, il y a eu des résultats qui sont, même si c'est discutable à l'échelle globale, les taux de réussite sont très faibles, mais il y a des efforts qui ont été faits, qui sont faits et qui continuent d'être faits par les institutions pour les accompagner. La possibilité également de bénéficier de ce qu'on appelle d'une disponibilité d'une année, d'une disponibilité. La disponibilité, c'est que vous pouvez demander à ce on vous décharge de vos activités académiques parce que vous avez autre chose à faire, mais ce qu'il faut justifier. Et l'institution vous accorde à travers non seulement une décision du conseil de département, examinée par le conseil de faculté et entérinée par le rectorat. Et ça, c'est également quelque chose de fondamental. Et après, vous partez faire vos activités. C'est pour cela qu'ici, nous avons eu des collègues qui ont pris des disponibilités, qui sont partis aux États-Unis pendant une année et qui, après, ont demandé un renouvellement, ce qui fait qu'ils peuvent bénéficier de 2 ans mais quand vous partez, vous ne serez pas financé, mais également, vous ne serez pas payé. Vous ne serez pas payé. Mais après les 2 ans-là, parce que c'est une année renouvelable une seule fois, si vous pouvez revenir reprendre votre poste. Également, bénéficier donc congé, vous pouvez bénéficier d'un congé sabbatique. Donc, ici, c'est 6 mois. Donc, ce qui fait que vous pouvez demander. Mais c'est en fonction du grade. Si je prends notre cas, le cas des full professeurs, il vous faut 7 ans d'ancienneté. 7 ans d'ancienneté. 7 ans d'ancienneté dans le grade pour pouvoir aspirer à avoir ou espérer obtenir, autrement dit, un congé d'année, un congé sabbatique. Donc, et ce congé sabbatique-là, une fois obtenu, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez si voyager, séjourner là où vous voulez, mais également, là, contrairement à la disponibilité, vous maintenez votre salaire, votre rémunération. Donc, on ne met pas en stand-by votre rémunération en attendant votre retour. L'autre aspect, maintenant, très rapidement, quelles sont les difficultés auxquelles souvent les enseignants-chercheurs sont confrontés dans nos contextes? Il faut dire que fondamentalement, au-delà des cadres qui ne sont pas suffisamment structurés, mais on note une motivation importante
de la part des enseignants à faire évoluer les choses. Les gens se battent au quotidien avec les ressources, les faibles ressources pour autrement dit, surmonter ce que l'on pourrait considérer comme des obstacles. Donc d'abord, c'est l'accès aux données primaires et secondaires. Pourquoi? Parce que l'accès aux bases de données, que ça soit secondaire, surtout les bases de données, est difficile. Parce que euh, ça aussi, c'est laissé autrement dit, à l'étudiant de se débrouiller. On le laisse se débrouiller pour pouvoir chercher comment accéder aux bases de données. Il n'y a pas une politique institutionnelle dans nos universités qui permet aux étudiants de pouvoir accéder aux bases de données, aux grosses bases de données. Maintenant, quand vous prenez les données primaires, souvent, les conventions entre les universités et les entreprises, même si elles existent, elles ne sont pas opérantes. Donc, il n'y a pas une fluidité dans la relation entre, et une confiance mutuelle entre l'université les entreprises pour que celles-ci puissent non seulement accompagner la recherche, mais également mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin les données. L'autre aspect, c'est le financement de la mobilité qui est insuffisant. Aujourd'hui, vous avez un colloque. Quand vous dites que le colloque prochain de l'AFA, ça sera au Zimbabwe, mais les gens, ils sont nombreux à vouloir non seulement faire ce déplacement, à proposer une chose. Mais ce qui va leur venir en premier à l'esprit, c'est de se dire, mais écoutez, si je fais tous ces efforts-là pour pour produire un papier, pour l'envoyer, mais il est clair que je ne pourrai pas partir. Et c'est dissuasif dans le processus de production. Beaucoup de gens se disent, mais écoutez, si je fais ce papier-là, je veux vraiment aller à ce colloque-là. Mais comment pourrais-je y aller? Comment pourrais-je trouver un financement? C'est extrêmement difficile. Et ça, c'est un handicap souvent qui freine les uns et les autres à souvent être présents dans les colloques. L'autre aspect important, c'est les moyens insuffisants pour accueillir des professeurs invités. Nous sommes en nombre insuffisant et les gens sont tiraillés. Professeur Salman parlait tout à l'heure du rôle, autrement dit, professionnel de recherche ou du rôle d'entrepreneur local et du rôle d'administrateur. Mais on se retrouve dans une situation où aujourd'hui ici, c'est un mélange total. Parce que quand vous arrivez, vous montez en grade, vous avez beaucoup plus de responsabilités administratives. Je vous donne mon cas très simple. Depuis 2017, je gère le laboratoire et la formation doctorale. Je suis à la recherche. Je dis que, mais écoutez, je ne peux pas continuer à gérer parce que, évidemment, il faut qu'il y ait un renouvellement, que quelqu'un arrive avec. Mais comment trouver quelqu'un? Quand vous avez des autres qui sont pris par des activités administratives, parce qu'il faut faire fonctionner l'institution, parce que les textes exigent que ces fonctions-là soient occupées par quelqu'un qui est professeur ou quelqu'un qui est maître de compte. Donc, vous voyez qu'en fait, les gens sont préoccupés par autre chose que d'aller occuper des fonctions d'encadrement de la recherche qui ne sont pas rémunérées, qui ne sont pas souvent rémunérées. Et vous voyez que ce n'est pas incitatif d'aller occuper des fonctions de recherche. On fait souvent dans nos universités, quand vous occupez des fonctions de recherche, souvent vous faites du bénévolat. L'autre aspect important, vous avez beau faire des efforts pour encadrer les gens, quand vous n'avez pas de moyens, vous parlez tout à l'heure des travaux, des études quantitatives, des méthodologies quantitatives, mais si vous n'avez pas des logiciels adéquats, parce que les institutions ont du mal à vous procurer des licences, mais ça pose problème. Qu'est-ce que les étudiants vont faire? Ils vont aller craquer des choses par-ci, par-là, qui ne permettent pas peut-être, dans
dans une large mesure, de faire ce dont ils ont besoin, et ça également, ça pose problème. L'autre élément important, c'est la demande d'encadrement en thèse en constante évolution. Comment aujourd'hui, avec un nombre petit là, et comment les gens peuvent faire face à ça? Je donne un exemple très simple. Quand vous prenez notre contexte aujourd'hui, ailleurs, c'est quand même, hein, quand vous prenez ici au Sénégal, à l'université Gaston Berger, on dit que chaque année, autrement dit, vous avez droit à, autrement dit, il faut avoir dans votre portefeuille de doctorants une dizaine de doctorants. Une dizaine de doctorants, mais comment faire quand ce nombre-là, vous l'atteignez très vite. Mais encore que quand l'efficacité externe là, c'est-à-dire le taux de l'efficacité interne là, c'est-à-dire quand les gens ils n'arrivent pas à soutenir dans les temps, le flux de sortie est très faible, évidemment, vous arrivez à être bloqué. Et les autres demandes qui sont là, vous ne pouvez pas les satisfaire. Donc, ça devient difficile. Ça devient difficile et ça cause un problème. La faiblesse, je dis, c'est la non-maîtrise des calendriers universitaires. Je faisais allusion à la communication de professeur Salma tout à l'heure, qui disait que, évidemment, je termine parce qu'on doit terminer à midi, donc j'arrête à 30, on aura 30 minutes de discussion. Donc, on arrive à faire quoi? Les calendriers universitaires sont désarticulés. Ce qui fait que vous avez du mal à vous sortir de ça pour aller faire de la recherche en disant que... Mais quand vous faites ça, les gens vont vous interpeller. Mais vos enseignements-là, qui va les faire, ainsi de suite, on vous met la pression, c'est extrêmement difficile. Les moyens d'intervenants pour financer la co-tutelle, j'en avais parlé tout à l'heure, sont autant d'aspects qui constituent des obstacles et des difficultés pour les enseignants. Donc, globalement, il faut dire que la carrière des enseignants-chercheurs est beaucoup plus une carrière traditionnelle. Pour répondre autrement dit, pour s'inscrire dans la dynamique de Salman. Elle n'est pas une carrière nomade. Nomade parce que tout simplement, vous ne pouvez pas aller à l'université de Dakar sans pour autant démissionner et être recruté par l'université de Dakar. Donc, quand vous voulez aller dans l'université de Dakar, il faut démissionner de l'université Gaston Berger. Quand vous voulez aller ailleurs, il faut quitter définitivement votre poste. Ce qui fait que, évidemment, tu as du mal à te mouvoir au niveau national, a fortiori au niveau international. Ce qui fait que, évidemment, globalement, je pense que voilà quelques éléments que je mets dans la corbeille pour permettre un échange que j'espère peut-être sera fructueux. Merci. Merci, 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 doyen. Bon, affectueusement, on l'appelle doyen, même s'il n'est plus doyen. Hein? Donc, je sais que voilà. Donc, ça, par moment, ça sera doyen, par moment, ça sera professeur. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, moi, je vais démarrer directement par les questions qui sont dans le chat. Alors, c'est même pas une question pour là. Là, je vois le docteur Dagou Herman Wessenslas de FHB, donc Félix Houphouët-Boigny, qui précise, parce que vous aviez parlé du nombre d'agrégés, donc il dit que il y a 5 précisément pour la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que le professeur Dagou Herman veut élaborer un peu là-dessus avant que je prenne les autres questions, juste en quelques deux petites... Oui, professeur Dagou, si vous êtes là. Oui, allô? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, bon, oui, on vous entend. Donc voilà, si vous voulez juste élaborer un peu sur la question des 5 précisément pour la Côte d'Ivoire, pour qu'on soit plus clair. Oui, les 5, il y a, on va dire, il y a 2 en compta. Oui. Il y a une en GRH. Ensuite, il y a un en marketing. Et puis, ça fait 5, non, disons, il y a 3 en compta, un en GRH et puis un en marketing. Voilà. D'accord, donc vous voulez dire ça, ce sont les 5 qui sont officiellement habilités à diriger des recherches, c'est ça? Exactement, c'est ça. Oui, ok, parfait. Bon, donc, professeur Sané, vous avez la réponse pour en ce qui concerne pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc lui maintenant, Don Dagou aussi maintenant. Oui, absolument. Oui, bon. Oui, par la grâce de Dieu. Alors, c'est vrai que peut-être que, donc, prof Dagou, puisque vous avez la parole, il faut comprendre que prof Dagou est un des nouveaux agrégés de l'espace CAMES, donc de l'ensemble des 16 pays, et exceptionnellement
C'est ça. Comptabilité. Donc, bravo à vous de vous joindre à la communauté de ceux qui peuvent encadrer des recherches. Bravo, prof. Alors, question suivante. Donc, j'ai une question de la part. Ah, c'est aussi une question de la part. Donc, le prof Dagou, cher professeur Sané, demande la chose suivante. Peut-on dire, professeur, que l'option entrepreneur local est la meilleure option vu les excellents résultats obtenus? Oui, en fait, je faisais allusion au classement que le prof Salma avait donné. Est-ce que finalement, dans notre contexte, c'est mieux de s'inscrire dans Absolument. un style entrepreneuriat local? Voilà, merci beaucoup. Voilà, prof Euh, Sané. oui, en fait, évidemment, je ne pense pas que cette catégorisation-là, ces éléments, ces différentes catégories-là soient mutuellement exclusives. En tout cas, moi, je pense pas ça. Je pense qu'en fait, évidemment, il faut un dosage. Un dosage parce que nos institutions doivent fonctionner. Ça, c'est clair. Euh, qui doit prendre en charge le fonctionnement de nos institutions? Qui doit les manager? Il faut que, en fait, ce sont les enseignants. L'autre aspect, c'est qu'en fait, il faut aussi concevoir des offres de formation et les déployer avec une expertise qui permet de pouvoir, autrement dit, offrir au monde du travail des ressources bien formées, les ressources humaines bien formées pour prendre en charge le développement du pays. Donc, du coup, et évidemment, mais si on ne fait pas de la recherche, s'il n'y a pas des gens qui s'adonnent à la recherche, comment renouveler les connaissances en adéquation avec nos réalités? C'est pour cela que je pense qu'en fait, ces éléments-là, il ne faut pas mettre les gens dans des lots. Il faut qu'on développe une approche qui nous permet de pouvoir intégrer ces éléments-là, ces différentes casquettes-là, et avoir un dosage qui nous permet d'être davantage beaucoup plus efficace. Merci, prof. Merci, prof. Et merci aussi pour le caractère succinct de vos réponses, parce qu'on a pas mal de questions, parce que vraiment, la présentation suscite beaucoup d'intérêt. Alors, une question de la part de Ali ou Arabe qui pose la question suivante. Pensez-vous, pouvez-vous nous parler, professeur, déjà de la place accordée à la comptabilité dans les sciences de gestion, dans peut-être le cadre de Saint-Louis ou alors dans le cadre général du Sénégal ou du CAMES? Oui, en fait, évidemment, je vais donner un exemple très simple. À l'état actuel, vous lancez un appel à candidature dans notre pays pour avoir un enseignant-chercheur en comptabilité, vous aurez du mal à obtenir. Qui a le doctorat dans ce domaine? Vous aurez du mal à... C'est-à-dire, en fait, il y a un réel besoin. Nous avons ouvert une formation, autrement dit, un master en finance, comptabilité et contrôle, mais aujourd'hui, on a un seul docteur dans le domaine, un seul, un seul. Il n'y a pas un prof de rang, autrement dit, habilité à diriger la recherche en comptabilité chez nous. Donc, nous sommes obligés de collaborer. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une doctorante qui est peut-être ici. Elle est venue en mobilité à Toulouse. Mais Absolument. voilà, nous sommes obligés de la mettre en contact avec notre collègue Félix Zoning. Et également aussi en lui disant, mais écoutez, voilà, il faut se mouvoir, il faut aller à la rencontre des spécialistes parce que souvent c'est difficile. Mais les gens veulent ouvrir des formations dans le domaine, mais nous avons très peu de ressources. En conséquence, donc la comptabilité et les disciplines connexes sont d'une importance capitale chez nous, mais il nous faut des ressources. Merci beaucoup, prof. Et je rejoins sur ce que vous dites là. Effectivement, le collègue Serge Abodjo avait reçu effectivement une doctorante de Saint-Louis en visite, donc peut-être qu'il veut en dire peut-être deux petits mots rapides avant que je continue sur les questions. Oui, en effet. Oui. Merci, professeur Sané. J'avais reçu Diallo et Ouais. Dianabou entre septembre de l'année dernière et décembre de l'année dernière, 2023, en séjour de recherche qui travaille sur des thématiques assez proches de des miennes. Et je voulais dire à tout le monde, tous ceux qui sont sur la plateforme aujourd'hui, il existe au fait des financements pour la mobilité de certaines institutions telles que l'ambassade de France et d'autres institutions. Donc, n'hésitez pas aussi à demander, à regarder, à faire une veille
des financements de mobilité et voir les institutions qui pourraient éventuellement financer des séjours de recherche, même des congrès. Ok, donc, il ne faut pas être attentiste, hein, il faut faire une veille, hein, il faut aller chercher. Et même nous aussi, même ici dans l'université française, on nous demande d'aller chercher des financements pour financer des projets de recherche et tout ça. Voilà, donc je l'ai mis un peu dans la discussion. Donc merci, en effet, je confirme que j'avais reçu Dienerbo pendant 3 mois ici pour un sujet de recherche. Merci, professeur Kono. C'est nickel. Parfait, parfait. Alors, donc, on continue sur. Alors, je vais voir. Ali Ourab, est-ce qu'on a répondu à votre question? N'hésitez pas à lever la main si vous voulez renchérir sur la question. Pendant ce temps, je continue sur la question 1 de Nzugan Abigail. Donc, Abigail pose la question suivante. Professeur, prenons un doctorant dans un pays qui veut continuer à l'extérieur de son pays. Comment s'y prendre pour qu'on puisse trouver un encadreur à l'extérieur? Bon, en fait, je pense que quand on reste dans le cadre sud-sud, Oui, évidemment, mhm. moi maintenant, si c'est pour sud-nord, je ne saurais répondre. Mais de toutes les façons, évidemment, Oui, sud-sud, ouais. Dans le cadre sud-sud, le cadre CAMES. oui, je pense que les dispositifs sont des dispositifs standards, c'est-à-dire on peut être en co-tutelle, mais également ça peut être euh, des séjours, des courts séjours de recherche, et également aussi, ça peut être peut-être une inscription dans l'université que l'étudiant aura choisi. Donc l'appel à candidature est un appel international. C'est pour cela que nous, on reçoit des candidats du Cameroun, de partout. Moi-même, j'encadre ici qui sont venus s'inscrire ici, des étudiants venant du Burkina. J'ai encadré une doctorante du Bénin qui a soutenu, qui est repartie. Et donc, ainsi de suite. Donc, le problème, c'est que ça ne se pose pas dès lors que la place existe. Les gens sont très ouverts à accueillir des doctorants venant de partout. Nous avons une forte communauté à Saint-Louis de doctorants qui viennent de divers pays de l'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale et qui sont inscrits dans différentes formations doctorales. Merci, Prof. Sané. Alors, Prof. Sané, je pense que c'est vrai, je suis un peu loin de Saint-Louis, mais pour avoir connu Saint-Louis dans mes premières excursions dans le monde de la recherche africaine, je pense que Saint-Louis, quand même, est un individu atypique, finalement. C'est-à-dire, vous faites des choses que la majorité des universités du CAMES ne font pas. Et de ce point de vue-là, à mon avis, peut-être que ce que vous dites est vraiment typique quand même à Saint-Louis. Et je pense que Saint-Louis est un peu de ce point de vue, comment on dit, transformateur d'une certaine façon, hein, en tant que transformatrice, en tant qu'institution ou avant-gardiste. Quelle est votre opinion là-dessus? En tout cas, c'est ma perception de l'extérieur. Oui, en fait, peut-être en fait, nous ici, c'est que pour une large part, c'est-à-dire le corps professoral est un corps professoral relativement jeune. Oui. C'est-à-dire quand vous prenez pratiquement toutes les UFR facultés, vous retrouvez des corps professoraux très jeunes. Et les gens qui ont été formés dans différentes universités de différents coins du monde, les gens arrivent avec leurs expériences, les gens arrivent avec leur trajectoire, ainsi de suite. Évidemment, certains codes sont cassés. On les casse. Parce qu'en fait, les gens se disent, écoutez, le monde évolue, il faut aller vers ça. On ne peut pas ghettoiser l'université, on ne peut pas penser que tout tourne autour de nous. Non, pas du tout. Nous sommes une goutte d'eau dans l'océan. Et évidemment, pour devenir une grosse goutte, il faut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs et essayer d'aller chercher les bonnes pratiques. Même si nous n'avons pas de moyens, mais il faut initier des choses. Peut-être plus tard, le Père Noël va arriver avec notre travail. Donc, je ne sais pas. Merci beaucoup. Alors, donc, ça, c'est la question 1 d'Abigail. Donc, Abigail, une fois de plus, il faut réagir si vous voulez des compléments. Je viendrai sur Oui, je votre question voulais. 2, mais en attendant, je vois la main levée. Oui, Abigail, dites, c'est bon? Oui, pour la Super. question, pour la question que le professeur vient de répondre, je ne suis pas en tant que tel convaincu. Je voudrais savoir,
Que je suis dans mon pays actuel et je cherche un encadreur à l'extérieur. Bon, c'est forcément que je dois aller dans le pays pour aller déposer mes candidatures ou mes dossiers avant que je ne trouve de l'encadreur, ou ça peut se faire distanciellement. Maintenant, si ça peut se faire, comment on le fait? Puisque je n'en sais rien de ce côté-là. C'est pour cela que je demandais en fait. Par Je ne sais contre, pas donc, si ça on veut dire m'a que, Abigail, vous demandez un peu plus de précision de la part du professeur. Vous-même, vous êtes de quel pays? Abigail? Je suis togolaise. Je suis au Togolaise. Togo. Absolument. Bon, Yes. alors. Oui. Donc, en fait, je comprends votre préoccupation, mais nous, chez nous, on a résolu ce problème-là. Il y a très peu d'étrangers que nous recrutons en présentiel. C'est-à-dire, en fait, le dossier, vous pouvez la faire parvenir à l'école doctorale par ligne. Ce dispositif-là existe. Et l'école doctorale va envoyer votre dossier dans la formation doctorale qui est dédiée. Et en conséquence, c'est que quand le comité de sélection va se réunir, il y aura un dispositif qui va être mis en place pour que vous puissiez échanger avec le comité de thèse là en ligne. Et ça existe. Nous avons toujours fonctionné comme ça. Les 80% de doctorants, d'étudiants que nous recrutons, qui viennent d'ailleurs, souvent, ils sont d'abord recrutés avant de venir. Est-ce que vous voyez? On ne fait pas venir des gens, sauf s'ils veulent, s'ils le souhaitent. Mais il y a une possibilité pour qu'ils restent chez eux et obtenir, autrement dit, l'inscription. Merci beaucoup, prof. Bon, j'espère que Abigail est peut-être satisfaite maintenant. Non, tu peux passer à la question 3 d'Abigail et après prendre Tiven. Ok, d'accord. Donc, on passe à la question 3 d'Abigail. Alors, pour le coup, donc, comme ça, on finit avec Abigail. Donc, Abigail a une question 2. Est-ce que ces avantages que vous... 3, s'il te plaît. Ah, je regarde. 3, ok. Donc, 3. Comment le genre féminin peut-elle faire face à des situations où elle est désirée par un supérieur et n'accepte pas l'avance du grand maître, son sort est scellé? Quelle conduite, cher professeur, la jeune fille chercheur peut adopter? Et je pense que c'est une question assez importante qui n'est pas typique à l'Afrique. La question des harcèlements, je lisais dans mon fil de LinkedIn quelque chose qu'un des professeurs des États-Unis mettait sur la relation entre les professeurs de sexe différents que leurs graduates. Donc vraiment, c'est une question vraiment assez importante, professeur. Donc voilà la question d'Abigail. Oui, sa question est d'autant plus importante que souvent dans nos contextes, il y a, autrement dit, un rapport hiérarchique qui ne dit pas son nom, qui existe. Bon, nous ici, c'est moins, même si les gens essaient de mettre les formes en disant que, écoutez, oui, bon, on reconnaît que vous êtes celui-là qui encadre, mais on a une proximité qui nous permet d'échanger franchement avec les gens. Donc, du coup, évidemment, c'est une question dont je ne dispose pas de réponse arrêtée. Parce que, évidemment, la question de l'harcèlement est une question importante, mais il n'y a pas, dans notre université jusque-là, la réflexion est en cours avec des codes de déontologie, les codes de déontologie qui doivent être éthique et déontologie, qui sont en train d'être élaborés. Donc, les gens vont intégrer ces aspects-là. Parce que le conseil d'administration a demandé à ce que ce code-là puisse être finalisé le plus rapidement possible, qui servira de base pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Et donc, ça aussi, je pense que ici, mais c'est une question très sensible et très importante parce que nous sommes dans une communauté, nous sommes dans des interactions sociales où les gens peut-être peuvent abuser de beaucoup de choses. Et juste, Conan, si tu permets. Parfait. Donc, si je résume votre réponse, c'est que il y a un contexte dans lequel l'université est en train de réfléchir, c'est-à-dire que l'université a conscience donc du phénomène et donc est en train de réfléchir sur les dispositifs, on va dire, réglementaires ou
voilà, de manière à cadrer un peu les comportements. OK. Oui, Oui, je pense que Serge voudrait je voulais juste ajouter quelque chose. rajouter, Oui. dans le contexte français, en effet, depuis très peu de temps, a été mis en place ce qu'ils appellent les comités de suivi de thèse du doctorant. Donc, il y a un comité qui est constitué de personnes qui ne sont pas du tout le directeur de thèse, hein, d'autres professeurs, mais force et indépendants, qui suivent le doctorant. Et lorsqu'il y a ces difficultés-là, ou entre le doctorant et son directeur de thèse, ils font remonter ces types de problèmes-là et on peut dessaisir le directeur de thèse du suivi de son doctorant. Donc, c'est un comité de suivi éthique du doctorant qui existe au fait et qui suit le doctorant tout au long de son cursus. Non, mais c'est ce qu'il dit là, Conan. C'est qu'en fait, ce que le professeur Charles dit tout à l'heure, c'est important. Nous, on a eu des cas comme ça où, parce qu'en fait, il y a eu des désaccords profonds ou des trucs comme ça. Et voilà. Et nous, on a mis en place un comité de thèse pour regarder est-ce que le doctorant est un gars qui est en train de travailler sérieusement et qui fait des résultats. Cette évaluation-là nous a permis de comprendre qu'en fait, la faute n'est pas la faute du doctorant. Et on a choisi de dessaisir l'enseignant de ce doctorant-là et on a pu aller chercher un autre collègue au niveau international pour venir diriger cette thèse-là, même s'il y aura quelqu'un qui va gérer l'aspect administratif ici, mais l'aspect scientifique est géré par un spécialiste que nous n'avons pas ici et que nous sommes allés chercher ailleurs. Ça, Oui, souvent, alors donc, mais pour résumer la réponse de prof, je pense qu'on a touché deux sujets à la question d'Abigail. On a touché effectivement le sujet du harcèlement sexuel, disons les mots tels que c'est, et puis on a touché le sujet de est-ce que finalement la paix encadrée fonctionne. C'est vraiment deux sujets assez différents. Et dans tous les cas, il y a des comités vraiment de suivi qui s'en chargent. Alors, parfait. Abigail, est-ce que vous avez la réponse à votre question? Je vais passer donc aux mains qui sont levées. Avant de revenir dans le chat, j'ai une première main qui avait été levée depuis un certain temps. Donc, il y a le professeur Thiroven qui souhaite avoir une question. Après, je prendrai Mustapha. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement. On vous entend. Je souhaite remercier le professeur Sané pour cette très belle présentation. Enfin, on parle souvent, Conan et Serge, et au niveau de la fin, on parle souvent du contexte francophone africain, du contexte subsaharien et des difficultés, mais j'ai aujourd'hui, grâce à vous, je pense, une image beaucoup plus très complète et très, comment dirais-je, le chantier est énorme. À mon avis. J'essaie de comprendre un petit peu le contexte. Quand je comprends le contexte anglophone, en fait, nous avons, professeur, souvent des étudiants et des encadreurs déjà en place. Il n'y a pas d'une profession. En fait, ce qu'il y a, je pense, dans le contexte francophone africain, c'est cette profession qui est professionnalisée sous le CAMES. Tandis que dans le contexte anglophone, on a un doctorat, on peut commencer à encadrer. Donc, il y a une certaine rapidité, je veux dire, beaucoup de gens dans le système, mais bien sûr, ça ne veut pas dire que qui sortent de l'autre côté soient aussi de meilleure qualité ou pas. Hein. C'est juste pour comparer, c'est juste une différence. Ce n'est pas une question d'être mieux ou pas mieux. Mais il me semble que dans le côté francophone, donc, c'est simplement l'entrée dans le système est très limitée. C'est l'entrée elle-même. Donc, qu'est-ce que vous pensez au niveau du CAMES particulièrement? Qu'est-ce qui pourrait être, comment dirais-je, fait au niveau du CAMES pour permettre beaucoup plus l'entrée, pour permettre un peu plus l'entrée dans le système? Oui, en fait, c'est une question importante qui aujourd'hui est une question d'actualité parce que le CAMES vient non seulement de revisiter son guide d'évaluation et de promotion des enseignants pour l'année 2020, pour la période 2024-2028. Mais en fait, ça a suscité beaucoup de débats parce que la perception que les uns et les autres ont est que le CAMES, au lieu de faciliter l'accès, a probablement, autrement dit, rétréci autrement dit, la porte.
Et c'est cette perception-là qui est la perception la plus partagée. Et bon, c'est validé. C'est pour cela que je prends un cas très simple. L'année dernière, au niveau de l'université Gaston Berger, nous avons à peu près une 50aine d'enseignants qui ont candidaté au niveau du CAMES. Mais cette année, avec cette nouvelle réorganisation, ce nouveau dispositif-là, nous sommes à 15. Ouais. Ça conforte autrement dit cette perception-là. Donc, c'est pour cela qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre la philosophie dans un contexte où les universités sont en train d'être créées, où le taux d'encadrement est très faible, mais où une demande en formation en thèse et d'encadrement de thèse explose, et également où il y a une sollicitation importante pour aller aider les institutions d'enseignement supérieur privées à renforcer la qualité en termes de formation, ça devient compliqué. Donc, il faut former beaucoup de docteurs pour à la fois les universités publiques, mais pour les business schools qui sont en train d'être créés partout et qui aujourd'hui sont régis par des textes et des institutions auxquelles on demande de recruter des docteurs pour être accrédités, pour être habilités. Donc, vous voyez, il y a tout un paradoxe. J'allais dire le mot paradoxe, moi aussi. C'est un peu ça, quoi. C'est un énorme paradoxe dans le sens que s'il y a lieu de travailler, de voir du point de vue du CAMES qu'il doit avoir une statistique ou un métrique pour dire que, bon, par an, il faut qu'on arrive à... Parce que je pense du point de vue développement national, je prends simplement le point de vue un pays comme le Sénégal qui pourrait peut-être s'envoler beaucoup plus économiquement, socialement, innovativement dans la recherche, ne peut se développer si les gens sont permis Donc, je vois la structure elle-même, comment dirais-je, d'un point de vue d'intérêt national. Je pense si j'étais un pays du point de vue d'intérêt national, je me dirais, mais qu'est-ce qui se passe? Où sont ces gens qui sont là, qui doivent être là pour contribuer au développement économique et social. Donc, je ne sais pas. Enfin, c'est juste une réaction. Ouais, non, mais il y a un système. Parfait. Parfait, Yven. Alors, je fais aussi Timekeeper, hein, donc vous allez me détester, mais vous voyez, j'ai conscience aussi du temps et il y a encore une main levée. La conversation est très intéressante. Elle peut se poursuivre après. On a tous nos adresses email et tout. Donc, merci professeur Yven pour la question. Merci au professeur Sané pour la réponse. J'ai une main levée. C'est la main de Moustapha Diong. Moustapha, vous avez la parole, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous me recevez. On vous reçoit 5 sur 5. Voilà, merci en tout cas, nous sommes très heureux de participer à cet atelier et de remercier en tout cas les organisateurs et profiter aussi pour remercier vivement le professeur Seydou Sané à la suite de sa très belle présentation où nous avons énormément appris. Moi, je suis docteur Moustapha Diong, enseignant-chercheur en sciences de gestion au niveau de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane du Sénégal, donc ex-UVS. Donc, nous sommes une université numérique, donc 100% en ligne. En tout cas, c'est un honneur pour nous et juste peut-être une petite contribution, pas tellement de questions, je ne serai pas long, parce que j'ai suivi les débats et il y a énormément en tout cas de questions qui sont revenues un peu sur les difficultés liées à la mobilité au financement. Et donc, je me suis dit, pas étant forcément juste un enseignant de l'université numérique, mais aujourd'hui quand même, le numérique s'impose. Hein. On voit que de plus en plus, les enseignements se font à distance, même les universités physiques aujourd'hui font pas mal de cours à distance, notamment au niveau master. Donc, pourquoi aussi ne pas profiter aujourd'hui de cette réalité pour encourager un peu l'encadrement à distance? Parce que oui, c'est vrai que l'aspect physique est important, mais aujourd'hui, le professeur Seydou Sané l'a souligné, dans certains domaines aujourd'hui, notamment la comptabilité, où nous avons peu de professeurs titulaires ou agrégés,
Et il y a des doctorants qui sont au Sénégal ou d'ailleurs qui souhaitent vraiment avoir de l'accompagnement, mais faute de trouver cette ressource humaine au niveau national, donc l'encadrement à distance pouvait être aujourd'hui, ou bien l'encadrement à distance pouvait être vraiment une alternative. En tout cas, j'encourage bel et bien cette initiative. Et d'ailleurs, la rencontre que nous sommes en train déjà de faire le prouve. Hein. Depuis ce matin, nous sommes en ligne et vraiment, je pense que tout se passe bien. Pourquoi ne pas aujourd'hui, en tout cas, mutualiser les ressources humaines qui sont très limitées, notamment donc dans le contexte africain, vraiment favoriser cet interéchange entre les universités et vraiment favoriser, en tout cas, cette mobilité virtuelle, si je peux l'appeler ainsi, en tout cas de nos doctorants. Donc, je vous remercie encore une fois et pour cette très belle initiative. Merci. Merci, prof Diong Mustapha. Donc, c'est l'université virtuelle du Sénégal, c'est ça, hein? Voilà, l'université numérique Charles Khan, donc c'est ex-UVS. Numérique, ok. Voilà. Parfait. Donc, oui, c'est elle qui avait posé la 4e question. Donc, ah oui, ok. Donc, peut-être, très cher Mustapha, vous êtes parti? Vous êtes parti? Il est là, je vous écoute, je suis là. Oui, alors, votre question, peut-être, pour le coup, c'était plutôt un commentaire. Donc, du coup, votre... Mais c'était ça, c'est ce qui vient de répondre là. Question, alors. Voilà. C'est plutôt une contribution. Ah, ok, parfait, parfait. Parce que je lis ici, vous avez écrit, au moment où l'enseignement à distance s'impose de plus en plus, pourquoi ne pas encourager... Ah, ok. Donc, prof Seydou, pourquoi ne pas encourager l'enseignement à distance? Quelles sont les dispositions, peut-être que Gaston Berger a pour l'enseignement à distance et éventuellement pour les CAMES? Mais j'ai conscience du temps. Il nous reste uniquement que 2 minutes dans le temps qui nous est imparti. Donc, voilà. Professeur, on a la pression pour... Oui, je pense qu'en fait, la contribution... Je pense que la contribution de mon collègue Moustapha Diong est une très belle contribution. Évidemment, on ne peut pas faire l'économie de l'utilisation des nouvelles technologies pour autrement dit, gérer nos insuffisances en termes de ressources humaines. Évidemment, ça peut être profitable aux doctorants. Ça l'est, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des doctorants qui arrivent à avoir des communications au niveau international sans pour autant, à faire des communications au niveau international sans pour autant faire le déplacement. Il suffit de payer sa, comment dirais-je, son inscription. Donc, moi, j'ai eu des doctorants qui ont présenté leur communication à l'Association internationale de management stratégique, à l'AGRH, sans pour autant y aller. Et j'en suis sûr que l'année prochaine, ça sera en Espagne et l'autre, c'est au Canada. Mais évidemment, ils ont tous postulé, ils ont soumis des communications, mais j'en suis sûr qu'il y aura très peu qui pourront, qui va s'y rendre. Donc, on va utiliser les nouvelles technologies parce que aussi, ces organisations-là ont compris qu'en fait, il faut aider les pays africains, les jeunes Africains à pouvoir participer à ces colloques-là sans pour autant qu'ils fassent le déplacement. Et ça, c'est... Mais aussi, ce qui est important aussi, on ne peut pas le faire au détriment des interactions sociales. Parce que voir, autrement dit, qu'on a en présentiel, interagir avec un doctorant institut, ça change aussi de cet échange virtuel-là. Je pense que aussi c'est important que les gens ne négligent pas cet aspect présentiel-là, même si aujourd'hui on peut peut-être gérer énormément de choses en ligne. Parfait, parfait. Merci beaucoup, prof. On remercie aussi le professeur Damak Ayadi qui est resté tout le long. On est vraiment à la fin de ce 7e atelier virtuel AFA francophone. Je pense que je vais repasser la parole à Serge, qui a si bien introduit et puis qui va conclure peut-être la session que nous avons aujourd'hui. Merci encore, professeur Sané, de votre présence et on a vraiment beaucoup aussi appris. Merci pour la belle présentation à vous deux et au professeur Salma Ayadi. Serge, je passe la parole. Je te passe la parole pour peut-être les annonces de fin et pour la suite. Merci beaucoup, Conan. Et avant de clôturer la séance, j'aimerais peut-être laisser la parole 30 secondes au professeur Thiroven, qu'on n'a pas eu l'occasion de présenter pour tout le monde. Oui, voilà, peut-être, Thiroven, il faut que tu te présentes parce que finalement, tu ne t'es pas présenté, tu as parlé. Le professeur Thiroven Sobaroyen est l'un des créateurs de l'AFA, de l'association AFA,
Donc, c'est un éminent professeur en Angleterre qui a été président du BAFA, c'est l'Association britannique de comptabilité et de finances, qui est rédacteur en chef aussi de plusieurs revues. Et voilà, il a plein de choses que je ne peux pas citer. Voilà, donc il est là, donc je vais lui laisser la parole s'il a quelques mots pour vous, pour clôturer. Ensuite, je prendrai la parole pour... Merci. En 30 secondes, c'est juste merci au professeur Salma Salut. et aussi au professeur Seydou pour leur très riche présentation sur cette thématique. Je pense qu'en fait, une session n'est pas suffisante en fait, pour parler parce qu'il y a peut-être un élément beaucoup plus instrumental, beaucoup plus pour aider les enseignants-chercheurs, par exemple, pour se développer. Mais aussi, il y a beaucoup de, malheureusement, peut-être on a parlé beaucoup plus des questions beaucoup plus fondamentales sur le système et comment essayer de trouver des solutions pour améliorer la recherche et l'enseignement de la recherche dans le contexte africain. Mais donc, un grand merci aux deux présentateurs. Présentatrice, c'était très, très intéressant de mon côté. Et de l'AFA, nous aussi, on prend note. Et ce serait bien de nous envoyer, bien sûr, les diapos, parce que ça peut-être aidera l'AFA aussi à prendre note des choses qu'on pourrait faire dans l'avenir. Merci.